Bonsoir Alexander Makogonov. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez interrogé ce soir par Roselyne Bachelot, par Pauline Simonet et par Patrick Sauce, que je salue. Bonsoir Patrick et merci d'être avec nous. On va parler ce soir des relations entre la France et la Russie. La France, que l'un des journalistes vedettes russes voudrait voir disparaître. Et vous, je vous poserai la question tout à l'heure à Alexander Makogonov, parlez aussi du rôle de plus en plus visible et violent de Wagner et de son patron Prigojine. Est-il le futur Poutine? Mais d'abord, je le disais, Soledar, les images que l'on vient de voir, bataille la plus violente, la plus sanglante depuis le début de cette guerre, c'est ce que disent les Ukrainiens, bataille pour prendre le contrôle de cette petite ville du Donbass et de ses mines de sel. Qui contrôle ce soir, Soledar? Difficile de dire quelle est la situation sur le terrain en ce moment, mais selon les dernières communications du ministère de la Défense, l'assaut de la ville continue, la ville est bloquée du nord et du sud, et les combats dans la ville même continuent. Selon d'autres informations qui proviennent de sources différentes, disons non officielles, il y a quelques foyers de résistance qui restent dans cette ville, mais en tout cas, en général, le sort de cette ville est scellé. Le sort de cette ville est scellé, on va le voir. Simplement, on voit l'étendue des destructions. Pourquoi s'acharner autant sur cette ville? Pourquoi cette ville-là en particulier? Mais peut-être il faut d'abord demander aux Ukrainiens pourquoi s'acharner à défendre cette ville qui ne représente plus que des ruines, en fait. Les Ukrainiens vous diront on est chez nous. On est chez nous, on défend notre territoire. En fait, pour nous, on est chez nous aussi. Et on récupère cette ville qui est la nôtre. Parce que cette terre, déjà et désormais est la nôtre. C'est pour ça que nos soldats, ils continuent à accomplir leur devoir militaire et libérer les villes dans le Donbass l'une après l'autre. Un homme affirme ce soir contrôler Soledar, c'est le patron de Wagner, Yevgeny Prigojine, on l'écoute. Les unités de Wagner ont pris le contrôle de tout le territoire de Soledar. Nous avons encerclé le centre-ville où des combats de Russes se sont formés pour piéger les forces ennemies. Je tiens à préciser une fois de plus que dans la bataille de Soledar, la seule unité qui y participe est celle de Wagner. Patrick Prigojine dit on a pris le contrôle de Soledar. Nous sommes la seule unité. Absolument. Et ce qui nous permet, M. Makogonov, de vous reposer la question sur l'articulation dans cette zone-là de ce que vous appelez l'opération militaire spéciale. Qui avance d'abord? À qui obéit cette unité qui est quand même une société privée, qui a une obligation de résultat, mais une obligation surtout contractuelle? Comment ça se passe? Mais comme vous le voyez, M. Prigojine, avec les gars de Wagner, il participe aussi à cette opération. Pourtant, il faut toujours se rappeler que c'est pas un officiel, c'est pas un homme politique, c'est pas un officiel de l'État russe. Donc là, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime pour soi-même. Il donne son avis privé. Pour lui, peut-être, je sais pas, on peut imaginer ses émotions aussi, parce que là, son groupe a accompli quand même pas mal de missions dans le cadre de cette opération de la libération de cette ville. Donc là, il est content. Donc là, il se félicite déjà d'un succès qui peut-être n'est pas aussi trop évident. Peut-être qu'il parle trop vite, oui. Moi, je ne peux pas vous dire parce qu'on n'est pas sur le terrain, mais en tout cas, on peut imaginer que ces déclarations sont un petit peu différentes par rapport aux déclarations du ministère de la Défense. On se sent un peu gêné parce que, effectivement, nous sommes très troublés de voir, alors que ces corps expéditionnaires étaient interdits de par les textes législatifs russes, de voir que finalement c'est une brigade illégale commandée par quelqu'un sans titre, recrutant y compris des prisonniers de droit commun gravement condamnés dans des prisons russes, qui parlent au nom de la Russie. Et comment vous, qui êtes le porte-parole officiel de la Russie, vous vivez cette chose incroyable? Tout d'abord, il n'a jamais dit qu'il parlait au nom de la Russie, il parlait non, mais au nom. Fait, nous, on parce que lui, il était là sur place. Donc là, pour lui, bien sûr, il a remporté une certaine victoire. Donc là, peut-être il a un petit peu anticipé les événements, mais je vous ai déjà dit, donc là, les informations en ce moment de la part du ministère de la Défense sont telles. Vous avez deux opérations, il y a l'opération de l'armée russe et une opération privée dans les rues de Soledar. Il fait partie de cette opération, mais bon, peut-être qu'il est responsable pour un certain secteur qu'il a libéré, donc là, il était content, donc là, il s'est déjà félicité de la libération de Soledar. Lui, il considère qu'il a libéré tout Soledar, il se met en scène, on a des photos, des images de Prigojine, voilà ces images où il explique qu'il est dans les mines de sel de Soledar, qui sont visiblement un des objectifs qu'avait Wagner, c'était de prendre le contrôle de ces mines de sel. Si ces informations sont confirmées, est-ce que ce soir c'est une victoire pour Wagner
ou pour la Russie? Bon, mais ce sera la victoire pour la Russie lorsque le ministère de la Défense russe annoncera la prise de cette ville. C'est tout, point barre. Et est-ce que... Pardon, Pauline, je vous donne la parole dans une seconde. L'assaut continue. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'humiliant pour l'armée russe à voir que la seule petite victoire de ces derniers mois serait offerte non pas par l'armée russe, mais par une société privée? Non, mais cette victoire n'est pas remportée par une société privée, je le répète. La victoire, la reprise de cette ville n'est pas encore annoncée. Donc là, on ne parle pas de la victoire. Monsieur Prigojine, il s'exprime pour lui-même, il parle de sa propre victoire. Je ne sais pas, peut-être il exagère un peu, j'en sais rien, il anticipe peut-être un peu, mais bon, en tout cas, officiellement, c'est pas encore fait. Pauline. On vous sent en tous les cas gêné aux entournures, ou alors que vous prenez vos distances par rapport à Yevgeny C'est vous qui me gênez Prigojine. surtout. Non, je ne suis pas du tout gêné. La façon dont vous dites, non, il parle en son nom, il parle en nom de la Russie. Lui, il dit qu'il combat au nom de Moscou. Donc je voulais justement votre réaction à propos d'un événement qui en a choqué plus d'un, puisque Yevgeny Prigojine, il y a quelques jours, on sait qu'il recrute des dizaines de milliers de prisonniers, et il y a quelques jours, il a annoncé la libération du premier groupe de prisonniers qui ont été amnistiés, libérés. Là, on voit sur ces images, il a publié une vidéo lui-même, on le voit, qui félicite ces prisonniers qui ont combattu comme des héros, et il leur donne même quelques conseils. Écoutez. Ne buvez pas trop, ne prenez pas de drogue, ne violez pas les femmes, ne posez pas de problèmes, et ça devrait bien se passer avec la police. Donc ça soulève pas mal de questions, mais une première question, de quelle autorité dispose Yevgeny Prigojine pour libérer des prisonniers? D'aucune. Il ne s'exprime pour lui-même, il parle à ses gars, mais c'est que le président de Russie qui peut signer l'amnistie. D'accord, donc là il fait quelque chose d'illégal. Mais quelqu'un a filmé son petit discours devant ses gars. Mais alors, mais ça n'emporte... mais quelle importance ça porte en fait? Mais il parle beaucoup. C'est pas quand un même, officiel, mais il parle beaucoup. Il parle même oui. plus que le président. Mais c'est surtout vous qui parlez beaucoup de lui. C'est incroyable, mais c'est vous qui le popularisez tellement. Mais parce qu'on voit la place. J'ai l'impression qu'il joue sur ça et qu'il vous motive tout simplement encore plus. C'est notre faute. Oui, mais c'est vous qui lui créez cette pub. C'est ça qui est incroyable, ce paradoxe. M. Bakogonov, il prend une place très importante au sein de l'armée russe. Il remporte certaines victoires, peut-être aujourd'hui à Soledar. Et vous nous dites donc aujourd'hui que ce qu'il fait est illégal, n'est pas reconnu par la Russie, par Moscou. Je n'ai pas du tout dit que c'était illégal. Donc là, lorsqu'il remporte une certaine victoire dans un certain secteur, on ne peut que le féliciter avec tout ça. Mais il constitue donc maintenant, actuellement, une menace pour Vladimir Poutine. Pourquoi? Quelle est la logique? Comment vous liez la logique, c'est quand même que comment il me disait à l'instant, et vous de même, c'est qu'il met en scène une victoire de quelque chose qui apparaît comme des supplétifs de l'armée russe, puisqu'il n'est pas mis en prison, étant donné que c'est ce qu'il fait est illégal. Sa place est dans un seul endroit pour Vladimir Poutine. Sa place, elle est en tôle. C'est un renégat, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans un état de droit. Alors, il est quand même assez normal qu'on se pose des questions. Écoutez, mais c'est pas bien. Alors vous nous dites maintenant que c'est de notre faute et que c'est nous qui faisons la pub de Prigojine. Alors ça c'est pas mal. Si vous ne le montrez pas, personne ne parle de lui. Mais vous le montrez tout le temps, plus souvent que, je sais pas, n'importe quel politique. C'est Russia Today qui en parle. Là, les images d'avant, c'est RIA Novosti. Donc tout ça est vu en Russie. Donc ce sont aussi peut-être les présentateurs ou les chaînes russes qui font beaucoup de publicité. Mais écoutez, vous, à votre antenne, vous montrez régulièrement ce qui se passe sur le terrain. Vous avez vu l'intensité des combats. Mais donc là, vous pouvez vous mettre dans sa peau, vous pouvez imaginer vraiment l'importance de cette petite victoire pour lui quand même. C'est immense. Donc là, il y a vraiment de quoi se féliciter. Mais pardon, prenez-le, c'est tout. Sur le principe même de fonctionnement de Wagner et de ce que fait Prigojine en Ukraine, ça a été décrit des milliers de fois depuis quelques mois. Prigojine est allé et il s'est filmé dans des prisons russes pour recruter des prisonniers russes en leur disant venez combattre avec mes hommes de Wagner, vous venez combattre 6 mois et à la fin on vous libère. Pauline vous montre ces hommes de Wagner qui, Prigojine leur dit ben voilà, vous avez fait vos 6 mois, allez-y, vous avez déjà été condamné, etc. Mais votre peine est oubliée, repartez, comportez-vous bien, mais repartez dans la société russe. Est-ce que ce principe-là, ce schéma-là, vous va, Alexander Bakogonov? Mais il s'agit encore une fois, il s'agit d'une personne privée. Il ne s'exprime que pour lui-même. Oui, c'est tout. Et quand bien même, je peux vous commenter mais quand bien même, est-ce que vous pouvez me montrer n'importe qui et me demander à commenter ces mais est-ce que vous trouvez normal qu'une personne privée puisse avoir ce pouvoir-là en Russie? Écoutez, mais il n'a pas de pouvoir en Russie. C'est pas un homme politique, c'est pas un officiel. Quand il parle devant ces gars, c'est vraiment c'est un
C'est un épisode privé, c'est tout. Mais vous le gonflez tellement comme si c'était un événement politique. S'il libère des prisonniers qui étaient détenus en Je vous Russie... dis, c'est que le président qui peut signer l'amnistie, voilà. il ne peut pas libérer les prisonniers. Mais Il donc ne c'est peut pas que un les épisode promettre privé. leur... C'est ce truc à lui, si vous voulez. Je ne sais pas ce qu'il leur dit, je ne sais pas ce qu'il leur promet, mais ça n'a aucune valeur que vous vraiment attribuez à cet événement. Et du coup, tous ceux, parce qu'on ne connaît pas et on ne connaîtra pas avant des années les chiffres de cette zone de Bakhmout où les pertes sont considérables des deux côtés. On a vu des images chez les Ukrainiens comme chez les Russes. On ne compte plus les morts, c'est ce que disent les soldats ukrainiens. Voilà, on sait très bien que le président Poutine essaye officiellement de prendre soin des familles de tous les soldats qui ont été mobilisés ou les soldats professionnels. Et ces hommes, quel qu'ait été leur crime avant, qui ont combattu de fait pour la Russie, qui ont libéré des villes au prix de leur sang, qu'en est-il? Est-ce que du coup la Russie est comptable de ces hommes qui ont versé leur sang? Écoutez, mais bien sûr, l'État accorde tout son soutien aux familles des militaires qui sont là sur le front. Mais ce ne sont pas des militaires. Mais non. Non, on parle des hommes Vous revenez toujours au Wagner, mais je sais pas, mais ce sont eux qui annoncent la victoire ce soir. Écoutez, je vous ai déjà dit que c'est que le ministère de la Défense qui peut annoncer la victoire. Tant que c'est pas encore annoncé, alors c'est pas encore la victoire, je vous ai dit l'assaut continue, point barre, c'est tout. De quoi on parle là maintenant? C'est nul et non avenu. Bon, ça, Les combats continuent de faire rage. on a compris. Les Ukrainiens ce soir disent que les combats en tout cas continuent, que la ville de Soledar n'a pas été prise par les Russes et que l'armée ukrainienne continue de se battre. Encore une question sur Prigojine, si vous le voulez bien. On l'a vu ces derniers temps, il a visiblement des ambitions politiques. Prigojine, avec l'envie visiblement de créer un certain nombre une formation politique, etc. Est-ce qu'il pourrait devenir votre patron? Tout d'abord, il n'a aucune ambition politique, il n'a jamais annoncé ou énoncé ses ambitions politiques, je ne sais pas d'où vous prenez ces informations. Alors, on a vu un certain nombre de proches du pouvoir qui pouvaient éventuellement le conseiller, le soutenir Ce ne sont dans que des cette ambition-là. spéculations que vous faites vous-même et faites croire aux spectateurs à ce genre de spéculations qui, en fait, qui ne valent rien, ça n'existe pas. Il n'a jamais annoncé ses ambitions politiques, c'est tout. Donc Prigojine, futur Poutine, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas du tout, ça n'existe que dans votre imagination. Alors, vous parlez du ministère de la Défense à l'instant. Oui. Il y a une information importante donnée ce soir côté russe, qui est de dire que le commandant des opérations russes en Ukraine va à nouveau changer. C'était Sourovikine qui était là depuis 3 mois, on en a beaucoup parlé, notamment des bombardements qu'il a commandés sur le territoire ukrainien, ciblant une bonne partie du système énergétique ukrainien. Aujourd'hui, Gerasimov, le chef d'état-major, reprend le commandement des opérations. Vous changez à nouveau de commandement des opérations en Ukraine. Pourquoi? Ça va si mal que ça pour l'armée russe? Non, pas du tout. Le ministère de la Défense, notre commandement militaire, veut tout simplement optimiser la gestion de l'opération militaire spéciale, puisque M. Gerasimov, qui est le chef de l'état-major des armées, donc c'est quelqu'un qui est un militaire averti, très expérimenté, qui était à l'origine de la planification de l'opération militaire, et là maintenant, il sera aussi responsable de la mise en œuvre des plans militaires. Là, c'est le schéma optimal. Donc là, cette nomination est liée surtout à la nécessité d'assurer la bonne coordination de toutes les branches de l'armée qui participent à l'opération, y compris l'approvisionnement infaillible de nos troupes qui sont sur place. Est-ce que c'est pas surtout lié à la frappe contre Makivka la semaine dernière, qui a fait au moins 89 morts, peut-être plusieurs centaines selon des sources ukrainiennes? Est-ce que finalement, le général Sourovikine ne paye pas cette humiliation pour l'armée russe? J'ai pas d'informations sur ce sujet. Je viens de vous transmettre la communication officielle du ministère de la Défense, et en fait, tout est dit là. Il n'y a rien de rajouter de plus. Pour être décidé Là, taquin sur Wagner et reparler de la proximité très forte entre le général Sourovikine et Yevgeny Prigojine. Mais vous venez de parler on arrive avec le chef d'état-major des armées, nouveau chef de cette opération militaire spéciale, à un fonctionnement optimal. Mais c'était le chef au début de cette opération. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors pour que, si vous parlez de fonctionnement optimal, mais écoutez, c'était sans doute le cas il y a un an. Le général Gerasimov sera même, c'est le chef de l'état-major. C'est le plus haut gradé de l'armée russe. Et là, maintenant, il va tenir dans ses mains aussi de la mise en œuvre de l'opération militaire spéciale. Non seulement la planification, mais la mise en œuvre. Il pourra contrôler toutes les branches mais c'est lui de qui a l'armée. planifié le 24 février et l'entrée, et c'est lui qui a échoué, et c'est lui qui a été remplacé une fois puis une autre pour finir à Sourovikine, qui, rappelons-le, est un proche de Prigojine et qui est félicité
d'une manière très russe. Qui est proche de Prigogine, qui n'est pas proche. Ce ne sont que de vos spéculations, ça n'existe que dans votre imagination. Comment vous savez toutes ces péripéties des relations entre nos militaires, etc., etc. Donc là, tout est clair. Pour optimiser l'opération militaire spéciale, pour optimiser sa gestion, là, il est nommé le militaire le plus haut gradé, l'un des plus expérimentés de nos militaires. Donc ça veut dire que la victoire c'est très russe clair. est proche et que dans quelques mois, tout ça va être réglé. Mais on ne parle pas de la victoire, on parle de la gestion de l'opération militaire spéciale. Il ne faut pas essayer de lire entre les lignes et chercher des choses qui n'existent pas. Mais tout est clair, tout est dit dans le communiqué du ministère de la Défense. Tout est dit, mais il est resté 3 mois, le général Sourovikine. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est peu? Vous ne trouvez pas que ça montre qu'il y a de l'instabilité et besoin de... D'ailleurs, le communiqué parle de mieux coordonner. Oui, de mieux coordonner. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Lorsque vous avez le chef de l'état-major des armées à la tête de toute cette coordination, mais c'est le schéma optimal, c'est le meilleur schéma possible. C'est quelqu'un qui sera responsable de tout. D'un mot, Makiivka, Pauline en parlait, cette frappe ukrainienne sur des soldats russes, 89 morts, c'est le dernier bilan officiel côté russe, 89 morts. La faute à qui? On est en état d'un conflit militaire, quand même, tout peut arriver à tout moment. Difficile de dire si c'était la faute de quelqu'un, ou si c'était l'emplacement, le déploiement mal fait, etc. Pas de problème de commandement pour vous? Non, mais si ce genre de situation arrive, il y a des problèmes, bien sûr. Il faut les reconnaître, il faut les corriger. Quel problème alors? Je ne suis pas militaire, je ne peux pas vous le dire vraiment quel genre de problème sur le plan militaire était à l'origine de cette tragédie. Le ministère russe de la Défense a désigné un coupable. Finalement, c'était les téléphones portables qui ont été utilisés par les jeunes recrues. Donc, pour vous, ce sont les jeunes recrues qui sont coupables d'avoir utilisé ce téléphone portable? Mais je peux imaginer qu'avec les technologies modernes de renseignement et de surveillance, etc., peut-être leurs téléphones portables ont été détectés par les parties ukrainiennes et donc la frappe a été effectuée. Peut-être non seulement ça, mais là, maintenant, vous êtes en train de me poser des questions vraiment à caractère militaire, je ne peux pas vous répondre juste puisqu'on parle pleinement de conscrits qui ont été victimes de cette frappe, une probabilité d'une nouvelle campagne de mobilisation, ou en tout cas la façon dont ça se passe, cette mobilisation, parce qu'on sait qu'il y a eu énormément de problèmes, notamment pour vraiment faire de ces hommes des militaires, des soldats, on en est où? Mais puisque les mobilisés de l'automne dernier ne sont pas encore tous déployés dans la zone de l'opération militaire spéciale, quel est le sens de mobiliser encore des recrues? Alors ça sert à quoi? Vous avez combien de mobilisés sur le front, puisque voilà, vous nous dites qu'il y en a encore qui sont encore de préparation Je ne dispose pas des dernières informations. Si vous vous souvenez, c'est le président Poutine qui, à un moment donné, c'était au mois de novembre, je crois, il a énoncé un chiffre de 40 000 qui étaient déjà déployés sur place, 40 000 qui étaient en préparation. Donc là, maintenant, les chiffres ont changé, bien sûr. Il y a un officier français qui travaille à la direction générale de l'état-major de l'Union européenne donne des chiffres qui sont très lourds, des pertes russes, 60 000 tués. Il pense qu'il avance, qu'il y aurait 250 000 soldats qui seraient hors service, blessés, handicapés. Ces chiffres vous paraissent crédibles? Vous dites que cet officier mène une opération d'intoxication. Pour vous, quelle est la réalité du côté russe? Vous savez, presque régulièrement, les médias occidentaux ou les services de renseignement, les agences d'information et autres organismes sortent des chiffres absolument différents. 60 000, 100 000, 50 000. Non, c'est pour ça que je me tourne vers vous. Quelle est la réalité des choses? Qu'est-ce que vous avancez comme chiffre, vous? Je ne dispose que les derniers chiffres officiels qui étaient donnés par le ministère de la Défense il y a assez longtemps. Exactement. Il y a assez longtemps, c'était 6 000, autour de 6 000, mais... Pourquoi vous imaginez que ça a changé, bien sûr. 5 937, exactement. Pardon, mais pourquoi est-ce qu'en 4 mois, vous n'avez pas d'autres chiffres? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres chiffres? Mais parce que, d'abord, il faut compter les morts, il faut compter ça varie, bien sûr. Les statistiques, sur ce sujet, sont assez
L'honnêteté nous commande de dire que côté ukrainien, on ne donne pas plus de chiffres. Absolument. Ah oui, Vous avez raison. Non mais monsieur les Russes, on lui pose des questions pour les Russes. Mais vous avez raison. On va parler de Vladimir Poutine dans un instant avec une des dernières prises de parole aujourd'hui du président russe. On vous montrera ça, visiblement très agacé par son vice-premier ministre qui n'aurait pas fait le boulot en termes de commande d'avions, etc. On verra ça, la scène est quand même surprenante. On verra ça, mais d'abord on va parler de diplomatie. C'est évidemment votre domaine privilégié, Alexander Makogonov, vous le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. La France est-elle aujourd'hui un pays ennemi pour la Russie? Mais si l'on juge d'après la ligne politique de la France, les décisions prises par Paris officiel, on ne peut pas considérer la France, en tout cas on ne peut pas considérer la France en tant que pays ami. Si ça n'est pas un pays ennemi, c'est un pays ennemi. Madame la ministre, elle se souvient, peut-être elle était la ministre dans la période que les journalistes français appelaient notamment la lune de miel dans les relations franco-russes. C'était autour de 2010, justement, avec l'année croisée qui était un événement immense. Et là, elle a avec quoi comparer. Donc là, maintenant, bien sûr, c'est très différent. Est-ce que la France a franchi une ligne rouge en annonçant qu'elle allait donner des blindés à l'Ukraine? Mais écoutez, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire pour nous, pour les Russes, dans nos milieux d'experts, dans nos milieux médiatiques et aussi dans notre imaginaire collectif, quand la France, que nous avons toujours considérée en tant que pays ami, vraiment, avec laquelle nous avions depuis 3 siècles des relations vraiment absolument extraordinaires, la France qui fournit les canons et là maintenant les chars pour tuer les Russes. Mais parce que vous imaginez ce que c'est pour nous, hein. La France à laquelle la Russie, il y a une centaine d'années, en 1915, a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France, dont 5 000 ont trouvé la mort sur les champs de combat en Champagne, pour défendre la France lors de la Première Guerre mondiale. Maintenant, c'est la même France qui fournit les canons et les chars qui tuent les Russes. Mais ça n'est pas la même Russie. Non, mais vous le dire que c'est pas la même France, c'est pas la même Russie. Pour vous, bien sûr, l'histoire, ça n'existe pas. L'histoire. Non, vous le voulez. L'histoire existe. Non, mais on n'aurait jamais pu imaginer non plus que la Russie. L'histoire existe, mais pardon, mais là, je veux vous rappeler cette histoire. Oui, mais si la Pour France, vous expliquer l'état de notre ressentiment. si la France fait ça, c'est parce qu'elle a sous les yeux un pays, la Russie, qui envahit un pays européen, l'Ukraine, un pays, la Russie, qui bombarde à répétition et qui tue à répétition depuis 11 mois à 2 heures de Paris. C'est pour ça que la France réagit comme ça aujourd'hui. Mais encore une fois, pour nous, l'histoire a commencé le 24 février, n'est-ce pas? Donc là, mais la France était aussi à l'origine du processus de non, mais l'histoire a beaucoup changé le 24 février, vous le savez. Vous avez fait changer le cours de l'histoire le 24 février, vous l'avez décidé, ça, de manière tragique. Écoutez, à rappeler que la France, tout comme l'Allemagne et tout comme la Russie, est à l'origine des accords de Minsk, dont elle portait garant. Ces accords de Minsk que personne ne voulait respecter, que personne ne voulait mettre en œuvre. Là, maintenant, vous parlez de la guerre déclenchée par la Russie, l'agression, etc., etc. Mais je répète, je vous l'ai déjà dit à votre antenne lors de notre dernière interview, rien n'était plus simple que de faire respecter les accords de Minsk qui prévoyaient la réintégration du Donbass dans l'Ukraine, sans un moindre coup de fusil. Mais qui a bougé un petit doigt pour le faire? Quel qualificatif? Nous savons que vous maîtrisez très bien toutes les nuances de la langue française. Quel qualificatif vous apporteriez à votre relation avec la France? On voit, la France ne fait plus partie de nos amis. Est-ce que c'est inamical? Est-ce que c'est ennemi? S'il y a bien un adjectif que vous colleriez à la relation ou à l'absence de relation franco-russe? Je ne veux pas et je ne peux pas appeler la France ennemie, c'est impossible. Là, j'espère que personne ne pourra jamais vraiment donner ce terme-là. Mais en tout cas, je vous dis que notre ressentiment est très profond parce que nous sommes très déçus par la ligne politique française dans ce conflit, dans cette situation. La France qui aurait pu jouer tout son rôle dans cette situation. Vous dites que vous ne pouvez pas appeler la France ennemie. Certains en Russie vont beaucoup plus loin que ça. Évidemment, on va vous montrer cette séquence-là. C'était à la télé il y a quelques jours. Soloviev, propagandiste en chef, qu'on voit régulièrement aussi ici en France, qui dit qu'il voudrait voir disparaître la France. Lui le dit. Ses invités aussi en plateau, on regarde, on en parle juste après. Si la France parle sur la Russie, si elle commence à nuire à la Russie ne craignant rien, alors elle doit être reconnue comme partie intégrante du conflit. Il ne doit pas y avoir de France. Quelqu'un serait-il contrarié si la France n'existait plus? Qu'on frappe la France une bonne fois pour toutes et ce sera la fin. Tout le monde aura peur, je vous l'assure. Et il n'y a pas besoin d'engager tout notre potentiel stratégique pour ça. Nous avons assez de munitions pour détruire la France. Détruire la France.
Qu'est-ce que vous répondez face à ces mots-là? Mais alors, moi, ici devant vous sur ce plateau, je peux vous assurer, vous ainsi que vos spectateurs, n'ayez aucune crainte. Voilà, il s'agit d'un show télévisé, d'un talk show politique où, comme la télévision française, comme la télévision dans d'autres pays, où les experts sont libres à s'exprimer sur des sujets qui les inquiètent, qui les touchent, voilà, donc vous condamnez ces propos? Mais je ne vais pas m'exprimer sur ces propos. Mais c'est des propos vraiment émotionnels. Après, justement, comme réaction à la décision française à propos des chars. Donc là, vous pouvez imaginer, donc là, je reviens à ce ressentiment que nous avons, nous les Russes, dans la société russe, à propos de la ligne française. Donc là ça s'exprime aussi comme ça, vous voyez, par des gens. Mais là, maintenant vous parlez des experts russes qui s'expriment comme ça, mais là je me souviens aussi des premières antennes de la télévision française, lors du début de ce conflit, lorsque sur les plateaux, ouvertement, devant tout le public, vos experts parlaient quelle est la meilleure façon d'assassiner Poutine, par exemple. C'est normal à votre avis? Voilà. Sur les chaînes américaines, surtout. Chez vous aussi, ne vous inquiétez pas. Et sur le ressentiment dont vous parlez, qu'on a bien compris par rapport à la France, on sait que le président Emmanuel Macron a annoncé il y a plusieurs semaines maintenant qu'il voulait un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Est-ce que ça veut dire que le président russe ne prendra pas cet appel téléphonique? Ça ne veut rien dire du tout. Parce que là, je ne peux pas vous dire qui est à l'origine du fait qu'il parle ou qu'il ne parle pas. Ça dépend de la situation. Vous voyez, il y avait une période lorsque les appels téléphoniques et les entretiens ont été très intenses, très, très fréquents. Là, maintenant, il y a une pause, mais... Bon. Ça n'est qu'une pause. Ça n'est qu'une pause. Comment dire? Ça peut reprendre. Vous dites ce soir, le fil qui existait entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ce fil-là n'est pas rompu. Il peut reprendre. Mais personne n'a dit que cette ligne a été rompue. Non. Donc là, ça veut dire que cette ligne existe. Non, ce que l'on voit simplement, c'est ce que disait Pauline, c'est que Emmanuel Macron, après le G7 ou le G20 avait expliqué qu'il voulait, juste après, appeler Vladimir Poutine. Oui. C'était au mois de novembre. 2 mois plus tard, cet appel n'a pas eu lieu. En gros, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui n'appelle pas ou est-ce que c'est Vladimir Poutine qui ne décroche pas? Il y a une différence entre vouloir et faire. Donc là, peut-être elle a voulu, mais peut-être elle n'a pas fait. C'est tout. Mais d'après vos informations à vous, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui n'appelle pas ou est-ce que c'est Vladimir Poutine qui ne décroche pas? Écoutez, mais comment je peux répondre pour le président français et pour le président russe? Vous pouvez avoir des informations. Est-ce que vous pouvez me répondre là, vous, ici, non, mais français? Pardon, mais vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie. Entre vouloir et faire, il y a un grand écart, c'est tout. On l'a dit, la France va donc fournir des blindés, des véhicules blindés à l'Ukraine. Les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni vont aussi fournir soit des véhicules blindés, soit carrément des chars. Qu'est-ce que vous dites aux pays occidentaux qui arment de plus en plus lourdement l'Ukraine? Qu'est-ce que vous leur dites? Les pays occidentaux qui continuent à fournir les armes en Ukraine, ils expliquent ces décisions par la nécessité d'assurer la défense de l'Ukraine, etc., etc. Mais en fait, je ne sais pas si vous pouvez me citer au moins un exemple d'un conflit où les livraisons massives d'armes rapprochaient la paix. Ça ne fait que fomenter la guerre. Si, moi j'en connais un bon exemple, le débarquement de juin 1944. Oui, et... ça change le cours de l'histoire, pour le coup. Écoutez, en fournissant les armes en Ukraine et en incitant le régime de Kiev à continuer les hostilités, vous croyez que ça va rapprocher la paix, mais vaincre la Russie sur le champ de combat, sur le terrain de bataille, c'est une mission impossible. C'est impossible. Il faut partir de ce fait-là. C'est impossible et toute l'histoire le montre. Lorsque la Russie tend la main et propose revenir à la table de négociation, et personne ne l'accepte. Est-ce que vous pouvez rappeler les conditions russes? Parce que si moi je le dis, les gens le croiront ou pas. Si c'est vous qui le dites, c'est quand même plus clair et plus crédible, si je puis dire. Quelles sont les conditions du plan de paix russe si jamais les Ukrainiens se décident à aller à la table? Écoutez, mais pour avoir un plan de paix quelconque, il faut d'abord au moins arrêter les hostilités. Ça, c'est la condition évidente pour tous. Mais personne ne veut le faire. Du côté ukrainien, personne ne veut le faire. Ni du côté russe. Non, écoutez, la Russie a déjà à maintes reprises proposé, à inciter l'Ukraine, à inviter l'Ukraine, à appeler l'Ukraine, si vous voulez, à revenir à la table de négociation. C'était le président Poutine le 30 septembre lors de son discours à Kremlin, puis les officiels russes l'ont reconfirmé, l'ont répété plusieurs fois. Bon, comme réaction, le régime de Kiev, et notamment le président Zelensky, adopte, signe un décret qui interdit toute négociation avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. Mais alors, comment vous voulez le règlement de ce conflit par la voie pacifique?
Si au niveau législatif en Ukraine, c'est impossible. Donc vous dites la première condition, c'est les Ukrainiens doivent arrêter le combat. Mais au lieu de fournir massivement les armes en Ukraine, vaut mieux plutôt inciter le régime de Kiev à arrêter les hostilités, si vous voulez vraiment la paix en Ukraine. Donc vous, un statu quo sur la ligne de front, comme elle est, ça vous irait? Je dis rien sur ce sujet, vraiment, il y a beaucoup d'éléments qui s'imposent, etc. Mais au moins, si vous voulez la paix ou le début des négociations, mais au moins il faut arrêter les tirs, hein, les bombardements, les hostilités. C'est simple, c'est comme dans chaque conflit militaire, ça commence par là. Alexander Makogonov, si les Occidentaux arment l'Ukraine à ce point-là, c'est parce qu'ils veulent faire respecter le principe de souveraineté de l'État ukrainien, État ukrainien envahi. Donc, les démocraties occidentales disent on va aider l'Ukraine à reprendre le contrôle. Vous voyez au fil des mois que les armes qui sont envoyées sont effectivement de plus en plus lourdes. On en est au char, on en est au blindé. Exactement. Donc là, en réalité, vous ne pouvez rien faire face à ça. Écoutez, vous êtes obligé de constater, de subir, vous ne pouvez rien faire contre ça. En fait, l'objectif principal des pays occidentaux, c'est ne pas aider l'Ukraine à défendre son indépendance, sa démocratie, toutes ces formules-là. Non, c'est surtout de faire les Ukrainiens combattre peut-être jusqu'au dernier Ukrainien pour combattre la Russie, pour remporter la victoire sur le champ de combat. Il n'y a aucun officiel européen en ce moment, que ce soit au niveau de l'OTAN, de l'Union européenne ou les pays européens, il n'y a aucun officiel qui se prononce pour la paix. Tout le monde ne parle que de la solution militaire. Et la preuve, les livraisons massives d'armement. Oui, vous pouvez dire, bien sûr, c'est de bonnes intentions d'aider l'Ukraine, etc. Mais nous savons tous où mène le chemin pavé de bonnes intentions. À l'enfer de la guerre. Justement, est-ce que sur cette implication de plus en plus importante des Occidentaux, hein, on voit que des lignes rouges ont été franchies, que ce soit les Français ou les Américains ne voulaient pas envoyer de chars. Finalement, des chars seront sans doute envoyés, y compris du côté des États-Unis. Est-ce que vous craignez un conflit direct entre la Russie et certains pays occidentaux? Oui, vu cette dynamique de livraison d'armes, vu cette évolution du caractère des armements fournis à l'Ukraine, là maintenant il s'agit des armements à caractère, à vocation offensive, non seulement défensive, qui continue à être livrée, mais aussi offensive comme les chars. Et là, c'est le chemin direct vers l'escalade et on se demande quelle sera la prochaine étape. Mais qu'est-ce que ça impliquerait? Les technologies nucléaires, quoi? Qu'est-ce que ça... Ah, vous parlez du nucléaire, on va y revenir, mais qu'est-ce que ça impliquerait comme réaction de votre part? Alors, ce que je disais, vous ne pouvez rien faire de plus en réalité. Écoutez, puisqu'on part du principe que vaincre la Russie sur le champ de combat est impossible, tous ces armements-là, toutes ces armes seront transformées en ferraille sur le champ de bataille. Vous dites que vaincre la Russie est impossible, la Russie recule depuis plusieurs mois. La Russie recule où, à votre avis? La Russie recule où? La Russie... Vous parlez de Soledar aujourd'hui et vous dites en même temps que la Russie recule. Ah, oui, mais attendez, on va vous parler de Kherson. Vous avez dit que ça comptait pas. On va vous parler de Kherson, par exemple. Oui. Vous n'avez pas reculé à Kherson? Mais écoutez, laissons aux militaires ce qui appartient aux militaires. Ah oui, mais ça c'est trop facile. Cette décision a été prise au niveau militaire. De reculer. Comme en 1812, maréchal Kutuzov a pris la décision lui-même, et le tsar lui a confié vraiment cette mission de laisser Moscou, mais quand même de sauver les vies de nos soldats, et finalement ça a rapporté ses fruits. Donc là, ici c'est pareil, à l'été, la même logique. Les Russes occupaient 25% du territoire ukrainien. Aujourd'hui, c'est environ 16-16,5%, alors que c'était 12,5% avant la guerre. Donc on voit bien que ça se réduit à peau de chagrin. La Russie recule. Si les reculs que nous effectuons là dans certaines zones de l'opération militaire spéciale, si ça nous permet de sauver les vies de nos soldats, pour mieux organiser, pour réorganiser, réconcentrer, etc. Mais bien sûr, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas vraiment fanatiques pour jeter nos soldats d'une manière absolument irréfléchie et responsable dans le bourbier, juste pour les jeter comme le fait le régime de Kiev d'abord, en l'occurrence à Soledar. Il y a aussi la question que des centaines de milliers de Russes, parmi les élites du pays, l'ont quitté, en quelque sorte, ont mené une sorte de guerre passive en fuyant leur pays, ce qui est un drame absolu. Est-ce que vous avez une politique particulière pour dire à ce qui est quand même l'élite de votre nation d'avoir une sorte de politique du retour, d'accueil, ou est-ce que vous les considérez comme des ennemis?
Non, pas du tout. L'entrée et la sortie de notre pays est libre. Personne n'impose les contraintes à qui que ce soit de quitter notre pays, de revenir dans notre pays. Vous dites qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont quitté la Russie, mais il y a des centaines de milliers qui sont revenus en Russie. Vous voyez, c'est vraiment les flux des gens, la circulation normale. Les gens, ils partent, les gens, ils reviennent. C'est un non-événement. Les Russes il y a des gens, on doit les reconnaître. Il y a des gens qui ont quitté la Russie pour leurs convictions politiques qui sont en désaccord avec les décisions du président, du gouvernement, avec l'opération militaire spéciale, qui ne partagent pas, disons, nos orientations, la politique générale de l'État. On peut comprendre ces gens, c'est la démocratie, donc chacun a son avis, chacun a son opinion. Ce ne sont pas des traîtres. Oui, ce serait émotionnel de mon côté, du côté des officiers russes, de les traiter comme des traîtres, qu'ils se positionnent eux-mêmes comme ils veulent, traîtres ou, je sais pas, non-patriotes, ou les gens libres, ou je sais pas. En tout cas, vous savez, il y a beaucoup d'émotions autour de ce qui se passe en ce moment, et c'est normal, parce qu'il s'agit de quelque chose sans précédent, vraiment sans précédent. Donc là, on peut comprendre ces gens-là qui sont guidés par les émotions et qui prennent des décisions. Vous parlez d'émotions, on va s'intéresser à celle de Vladimir Poutine. Réunion du président russe avec ses ministres aujourd'hui. Le président russe qui va tancer en public son vice-premier ministre pour ne pas avoir commandé suffisamment rapidement un certain nombre d'avions civils et militaires. Il le dit publiquement, il le rabroue publiquement. On regarde cette scène. Monsieur le vice-premier ministre Valentinovitch, vous avez tous deux prêts, mais pas de contrat. Je vous le dis, mettons un terme à cette réunion. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? Je sais qu'il n'y a pas de contrat pour les entreprises, les directeurs me l'ont dit. Pourquoi jouez-vous à l'imbécile? Quand aurons-nous les contrats? Les chefs d'entreprise me disent qu'il n'y a pas de contrat, et vous me dites que tout est prêt. Cette scène peut donner le sentiment d'un Vladimir Poutine à qui la situation serait en train d'échapper. Non, pas du tout. C'est un président du pays, quand même, qui gère les affaires du pays. S'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a quelque chose qui ne va pas, donc là, bien sûr, il a tous les pouvoirs et toute la responsabilité d'indiquer sur des failles, sur des erreurs qu'il faut corriger. Et en plus, vous savez que maintenant, la Russie vit dans une situation sans précédent aussi, très particulière. Donc là, c'est le temps de la prise de décision rapide et de leur mise en œuvre rapide. Donc s'il y a quelque chose qui traîne, bien sûr, il le fait accélérer. Donc il y a une inquiétude particulière, parce qu'effectivement, sur le fond... Je vous dis, tout est particulier en ce moment, donc c'est pour ça que la situation exige la prise de décision rapide et leur exécution rapide. C'est tout. Mais on a le moment de travail, parce que normal. Ce genre d'algarade, en général, qui arrive dans tous les commandements, rue du Faubourg Saint-Honoré, j'ai vu Emmanuel Macron engueuler ça se fait pas spécialement en public, non? Mais ça se fait pas spécialement en public, et c'est utile que ça se fasse pas en public. Donc on a le sentiment, monsieur le représentant, le porte-parole, puisque c'est votre titre, qu'on a l'impression qu'on est à la recherche d'un bouc émissaire, que c'est pas très flambant, ça marche pas très bien, et que on est en train de désigner des gens qui vont être appelés à porter le chapeau d'un certain nombre d'échecs. Parce que franchement, faire ça en public, je trouve ça hallucinant. Rien d'hallucinant, c'est le moment de travail, parce qu'il y avait une réunion de ministres, donc là, et c'était peut-être en quelque sorte un signal à tous les autres ministres. C'est ça, tenez-vous à il y a des choses importantes, et là, il ne faut pas... Sachant que, remettons juste un peu de contexte, donc ce vice-ministre qui est chargé du commerce, il est chargé aussi de rendre compte du fait qu'il n'y a pas de contrat pour les sociétés aéronautiques. C'est normal, il n'y a pas de pièces importées qui sont importantes pour un bon nombre de ces avions ou hélicoptères. Pas de pièces importées, pas d'avion, pas de contrat. Et pourtant, il se fait engueuler, parce qu'il n'y a pas trop d'autres mots, par le patron. Il bafouille, on a déjà vu ça, hein. Vous vous souvenez du patron des renseignements qui bafouillait aussi, là il se met à bafouiller. Oui, on essaiera de trouver des contrats au plus tôt. Au plus tôt, vous rigolez, je vous donne 1 mois. Donc il donne 1 mois pour trouver des pièces via peut-être la valise diplomatique, je ne sais pas, mais pour construire des avions et surtout avoir des contrats. Voilà pour le contexte. Et ça veut dire que ça montre à quel point les sanctions dont on a beaucoup parlé pèsent aujourd'hui sur la Russie. Mais bien sûr, les sanctions pèsent sur la Russie, ça nous crée d'énormes difficultés, mais en même temps, ça nous crée d'énormes opportunités
pour le développement de notre économie, de notre secteur financier, de notre secteur industriel, de nouvelles technologies. Mais là, on est au stade des difficultés, on a l'impression. Plus que les opportunités. Écoutez, mais il y a des difficultés, bien sûr, mais tout ce qui se passe en ce moment, on s'adapte, on trouve de nouvelles opportunités, y compris de nouveaux débouchés aussi, on noue de nouveaux partenariats internationaux, et la vie continue, malgré tout. Et il faut que ça continue. Il faut que le pays vive, c'est pour ça que le président réunit les ministres et leur donne leur charge d'accomplir leur mission, leur donne des ordres. Normal. Sauf que ces dernières 24 heures, le gouvernement russe a donné un certain nombre d'indicateurs économiques qui montrent à quel point votre pays est dans une situation difficile et de plus en plus difficile. 47 milliards de dollars de dette l'année dernière, c'est le deuxième record historique. Le précédent, c'était 2020, l'année du Covid. Là, on a 47 milliards. L'inflation est à 12%, chiffre officiel en Russie. C'est à peu près 2 fois plus qu'ici en France, l'inflation globale. Votre pays est en train de sombrer dans une situation et dans une crise économique dure. Oui. Vous aimez parler des difficultés en Russie, mais vous parlez jamais des difficultés en Europe. Ah, vous inquiétez pas, on en parle. Oui. Vous inquiétez pas, on en parle. Les conséquences directes des décisions, justement, les décisions irréfléchies et prises à la hâte sous la coupe d'émotions par les dirigeants européens. Et quand vous parlez de l'inflation russe qui est de 12%, il y a vraiment, franchement, il y a de quoi être fier. Parce que dans certains pays européens, l'inflation, c'est à peu près 22-24%, comme dans les pays baltes. En Angleterre, l'inflation, c'est comment? C'est 11%, c'est à 2 chiffres. En Angleterre, depuis 40 ans, sans précédent, la France s'en sort vraiment. Je ne nie pas les difficultés côté occidental et côté européen, mais vous ne pouvez pas nier les difficultés profondes, dures, côté russe aussi. Pardon, mais la scène que l'on vient de voir avec Vladimir Poutine qui engueule son ministre en est le symbole aussi. Votre industrie, notamment aéronautique, a de gros problèmes aujourd'hui. Écoutez, mais personne ne nie qu'on a des problèmes, mais on les règle. On est obligé de s'adapter. On s'adapte. Et quand vous dites que le président Poutine engueule son ministre, non, il le fait avec un sourire, si vous avez remarqué. Il le fait avec un sourire. Et là, tout est clair, parce que dans ce sourire, tout est dit. Parce s'il y a des problèmes, il faut les corriger. C'est tout. Eh bien, on approche des 1 an de la guerre, petit à petit. Est-ce que vous n'avez pas minimisé ces impacts-là pour la Russie? Est-ce qu'il y a 1 an, vous auriez imaginé où le pays en serait aujourd'hui et l'impact de la réaction des Occidentaux? Écoutez, mais par exemple, nos recettes grâce à la vente de nos ressources énergétiques, c'est plus de 200 milliards qui nous permettra quand même de remplir les engagements budgétaires, etc., dans le cadre des programmes sociaux et autres. Donc là, il y a des choses quand même assez positives. Donc là, parler de l'économie russe en état de faillite, en état écrasé, défoncé, quoi que ce soit, mais ce serait pas juste. La situation n'est pas facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. Hein. C'est pas facile en Europe non plus, aux États-Unis non plus. Tous les indices économiques, c'est vraiment les indices sans précédent depuis une quarantaine d'années. L'inflation, la récession, stagflation, il y a des termes qui sortent vraiment qui n'étaient pas vus depuis des années. Hein. C'est vraiment une nouvelle terminologie. Et tout ça ne vous amène pas à regretter d'avoir déclenché cette guerre? Écoutez, tout d'abord, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale. On reste toujours dans ce cadre-là. On ne peut pas faire la guerre contre un peuple qui est notre peuple frère, les Ukrainiens. Vous le faites tout. Non seulement nos voisins, mais nos frères et sœurs, avec qui nous sommes liés par des liens parentaux, par des liens vraiment séculaires. Mais vous comprenez que ce discours-là, il est insupportable pour les Ukrainiens. Écoutez, mais ce discours-là, il est insupportable surtout pour le régime de Kiev, qui a tout fait pour déclencher ce conflit et qui n'a rien fait pour éviter ce conflit. Il y avait des accords de Minsk, rien n'était plus simple, je le répète, et je continuerai à le répéter, rien n'était plus simple que de faire respecter, que de mettre en œuvre les accords de Minsk qui prévoyaient la réintégration des républiques de Donbass par la manière pacifique. Et tout serait bien pour tout le monde. Là maintenant, on est en état de conflit, l'Ukraine a perdu encore des territoires, et personne ne sait combien de temps va durer encore cette obstination acharnée et insensée. Vous voyez une guerre très longue qui va dépasser cette année 2023? Personne ne pourra vous répondre à cette question. Beaucoup de choses dépendent de la situation sur le terrain, du bon sens, de la volonté politique, du rôle aussi des pays occidentaux qui ont toute leur autorité face au régime de Kiev. Donc là, c'est vraiment, il y a plusieurs éléments qui s'intermêlent et qui jouent chacun un rôle. Mais bon. J'ai une question encore pour vous, Alexander Makogonov. On a vu les images de Vladimir Poutine, à l'instant, Vladimir Poutine qui a annulé un certain nombre de ses rendez-vous
public, classique, sa conférence de presse face aux journalistes, qui est une épreuve qui dure plusieurs heures pour le président russe, un certain nombre d'interventions médiatiques, un certain nombre de déplacements, etc. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine annule ces rendez-vous-là? Quelle est l'explication que vous pouvez donner à ça? Vous êtes si profondément au courant de l'agenda du président, moi je suis un peu étonné d'où vous savez tout ça, qu'il a annulé des rendez-vous, etc. Donc là, c'est M. Peskov qui l'a dit. Ça a été confirmé par le porte-parole du Kremlin. Il y a des événements qui sont annulés ou décalés, ça ne veut rien dire du tout, parce que le président il est très actif, vous le voyez, il est très dynamique, il y a plein de réunions qu'il préside, auxquelles il participe, etc. Donc là, il n'est pas malade. La vie continue, mais... Vous le voyez maintenant, tous les spectateurs le voient maintenant, est-ce qu'il donne l'impression de quelqu'un de malade? La question devrait tout se poser. Pas du tout. Donc là, tout va bien. Donc là, tout va bien au Kremlin. Mais bien sûr, mais comme vous le voyez, donc là, c'est les meilleures preuves et les meilleures réponses à votre question. Merci Alexander Makogonov d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir répondu aux questions de Patrick de Roselyne et de Pauline Simonet. Merci à vous, monsieur le porte-parole.